Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouveau podcast Mindset. Comme disait Ja Olela Wembo, il faut un fou pour faire un monde et un seul mode pour faire un tas de fous. Tu es ce fou. Après avoir inspiré et créé une philosophie de danse, la Flexible Fury, l'acharné de travail que tu es a su transmettre son art au-delà des frontières. Américain dans l'âme, mais français dans le cœur, tu n'as aucune limite si ce n'est d'être en permanence en compétition avec toi-même. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. Bienvenue à toi, Benji. Merci de m'accueillir chez vous, les mecs. C'est Merci nous à qui toi. te remercions. Monsieur a fait l'effort de venir alors que c'est une légende connue des États-Unis à la France. Bon, il se racontera lui-même. Mais on est là pour talk en chill, tranquille et tout ça, pour apprendre à te connaître, même si nous, on te connaît déjà, parce qu'il ne faut pas se mentir, j'ai poncé les vidéos à l'époque. Moi-même, j'ai essayé d'être un breakdancer. Je les faisais pour ça. Ouais, mais tu faisais des trucs qui n'étaient pas trop réalisables. Non, mais comme je sais que, et je savais que les générations à venir, bon, ils sont toujours plus doués que nous, ils ont un exemple, donc je savais qu'ils allaient arriver très très vite. C'était aussi un peu ma façon à moi d'immortaliser le coup. Quand tu poses tes vidéos, après tu dis bon, je les ai posées là, c'est là, il y a une date qui est précise, on ne pourra pas dire que c'était pas moi ou c'est un peu l'avantage de poser des vidéos. Alors, je tiens à préciser, il a que 2 ans de plus que moi, mais déjà, il était déjà au-dessus. Mais j'ai essayé de breaker, je me suis cassé le cul, je me suis mis au debout direct. Ouais. J'ai breaké jeune, j'ai breaké à une époque où tout le monde s'en foutait. Donc, Ok. Quel âge t'as commencé le break? Alors vraiment à danser, j'avais 13-14 ans, mais sinon j'ai toujours grandi dans la culture. C'est mes frangins qui sont des années 80 m'ont fait grandir avec les films comme Beat Street et Breaking. Mhm. Donc quand j'avais déjà des vidéos chez moi de 4-5 ans où on me voit danser, et puis quand j'ai eu l'âge de 8-9 ans, j'ai monté un groupe avec Morgan et Thibaut. Ok. C'était 2 mecs qui étaient dans mon école et on copiait Benny B. Ouais. Et donc, on avait des vidéos de Benny B et on faisait toutes les chorégraphies de Benny B. Donc, j'ai fait de la hype. Ah, ce que j'allais dire, parce Voilà. qu'on a commencé par le debout, en fait. J'ai alors. fait de la hype. Ouais. Et après, j'ai connu en fait, il y avait Yuval qui était l'ami de mes frangins, qui était le danseur un peu de la famille, Ok. qui m'a montré un peu l'envers du décor et qui m'a emmené à la salle d'ENM à Clichy quand j'étais jeune. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois Laser, des NTM. J'ai vu plein de gens comme Walid, qu'on connaît, un popper légendaire aujourd'hui français. Légendaire. Et j'ai découvert un peu cette culture comme ça, sauvage. Après, j'ai mis un arrêt puisque c'était pour moi comme faire du roller ou faire... Ok, d'accord. Donc, je suis passé à autre chose très rapidement. Et vers 13-14 ans, j'ai repris comme un acharné. Une fois que le Battle of the Air 95, etc. est revenu au galop, j'avais ça comme vidéo chez moi. Je suis parti à la guerre, quoi. D'accord. Alors, c'est pas pour les filles que tu as commencé la danse. C'était pour Alors, ta passion. je vais pas te mentir, il y a mon côté feuche qui est remonté à la surface à un moment. Et c'est vrai que j'allais dans les après-midi où il y avait plein de Les feuches, tout après-midi. ça, les après-midi feuches, le On les dimanche connaît, les après-midi, où tu fais 3 coupoles et t'es la star de la communauté. Et je vais même te dire mieux, c'était beaucoup plus facile d'impressionner ma communauté. Il n'y avait pas beaucoup de danseurs. Voire quasi zéro. Donc bon. Le seul que je connaissais, c'était Yuval et c'était un martien. Donc, j'ai commencé par vouloir faire la coupole, puis après le Thomas, puis après t'enchaînes. Et après, l'ego surdimensionné de la star veut épater finalement le milieu et non plus juste la communauté. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai grandi petit à petit à vouloir impressionner le reste. Moi, j'ai une question parce que dans pas mal d'interviews, tu parles de graver dans la roche. T'étais fan de Sniper ou pas? Pas plus que ça, mais je trouve que c'est une belle phrase de dire que tu graves quelque chose dans la roche parce qu'en réalité, l'image se parle d'elle-même. Tu Les paroles immortalises le moment. les paroles s'envolent et C'est- les c'est- actes. Exactement. tu vois. Ça reste exactement. C'est comme ça. Je pense que il fallait que je marque à un moment l'histoire. Ce qui me chagrinait le plus, je pense que c'était ce que je voulais faire, ce que je voulais prouver. Alors au début, quand tu le fais, tu sais pas tout ce que tu fais. Tu sais pas quand tu fais des battles s'ils vont devenir légendaires ou pas. Tu sais pas si quand tu fais une action, elle va devenir légendaire ou pas. Tu l'as fait et l'histoire s'écrit d'elle-même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand tu danses au fur et à mesure, tu sais que. Enfin,
Parce qu'on peut dire que tu es une légende du coup maintenant. Ah, c'est Mais tu net, sais hein. que tu marques l'histoire ou non? Toi, tu étais juste dans ta tête. En fait, tu le vois pas venir. En fait, Ouais. tu le vois pas venir. Tu es boosté par ce que tu fais. Tu sais que tu fais de belles choses et de grandes choses pour ta génération, mais tu ne sais pas si par la suite ça va être légendaire. Tu ne sais pas si derrière il va y avoir un courant qui va faire comme toi et qui vont être beaucoup plus spectaculaires que toi. Donc finalement, tu vas partir dans l'oubli. Je te donne un exemple assez simple. Par exemple, le film Le Défi. Quand je fais le film Le Défi, Il avance trop vite pour nous. Il avance trop vite. c'est des exemples. C'est Non, quand- parce que monsieur oublie, il faut présenter Avant, les choses. avant, comme le c'est dé- toi. avant d'arriver au défi, parce que pour Ah, arriver au et- défi quand même. Et Faut- avant d'arriver au défi, il faut définir le monsieur. Monsieur est le premier danseur, fait partie des premiers danseurs à avoir fait le premier film de danse hip-hop en France. Oui. Le Défi. Ça mérite un shout-out. Tu mettras les bruits. C'est vrai que j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance et comme quoi que chaque chose a une destinée. C'était ma destinée parce que j'étais pas du tout venu pour faire ce casting. J'étais venu pour chercher des amis à moi. Ah, alors, avant de. Parce que tu vas passer le casting. Avant d'aller au casting, qui est-ce qui t'a prévenu qu'il y avait un film? Est-ce qu'on t'a contacté? Alors moi, j'ai fait un premier casting pour un film qui s'appelait Les Rouilleurs de Jean-Pierre Torme, avec quelques danseurs comme Fiche des Compos, etc., des danseurs de l'époque, Ouais. où j'avais eu l'opportunité d'être pris parmi 6 jeunes qui devaient être des rouilleurs. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'était des jeunes de quartier qui galéraient, et qui finissaient finalement dans la danse. Classique. Voilà, c'est une histoire qui n'a jamais abouti, qui est restée là, un peu dans les placards. Donc, il n'y a pas eu de suite. Et moi, j'avais eu une expérience un peu décevante de ça. Je me suis dit, beaucoup de promesses, beaucoup de choses pour pas grand-chose finalement. Et quand vient le casting du défi, je suis pas plus intéressé que ça parce que j'en ai pas du tout l'envie. C'est pas quelque chose qui me passionne. J'en avais en plus déjà entendu parler un an avant par Flubber, qui est dans Division Alpha, qui était un danseur qui s'appelait Jean-Christophe Chamboredon, qui son père était lui producteur de musique et qui a, pour des films, je parle producteur de musique pour des films, qui lui avait déjà eu le pré-scénario du défi un an avant et qui m'avait dit, vous savez les jeunes, vous allez avoir un film sur le break. Bon, ça nous paraissait tellement loin et nous on était jeunes, on s'est dit, même s'il y a un film demain sur le break, on sera pas dedans. Donc Ouais. on n'a pas calculé plus que ça. Mais est-ce que la mauvaise expérience de ton premier film n'a pas fait que justement tu avais ces peurs-là? Parce que qu'est-ce qui t'a dérangé dans le premier film? Est-ce que c'est le tournage en soi? Parce qu'on sait tous maintenant. Non, qu'on- on n'a même pas été jusqu'au tournage, on n'était que jusqu'aux répétitions. Mais c'est-à-dire que D'accord. quand tu as 18 ans et on te fait rêver que on te fait miroiter que tu vas faire un film, Ouais. tu sais, les rêves grandissent vite dans ta tête. Mm. Dans ce milieu. À quel point, au même point que quand je faisais le défi, pour nous, c'était tellement incroyable de devoir faire un film que souvent on me demande combien j'ai gagné et moi je réponds souvent la question en disant mais est-ce que je l'aurais pas fait gratuit? Ouais. D'autant plus. Alors, Tu vois, c'est là, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis. On sait en d'autant plus l'image que la danse hip-hop avait à l'ancienne. Donc, on sait comment certains danseurs ont pu être exploités, mais ça fait partie du business. On va pas Bien revenir sûr. sur ça. bien sûr. Mais comment s'est fait justement ta rencontre avec Biancali? Avec Biancali, comment se sont fait les présentations? Tu as dit que tu avais vu le casting déjà. Alors avec Blanca, ça s'est fait simplement. En fait, j'ai participé à... Non, j'ai été chercher Division Alpha, des membres de Division Alpha au casting qui avait lieu dans le 10e arrondissement, côté de la rue du Château d'Eau. Je crois que c'était rue des Petites Écuries, là où elle avait ses studios Blancali. Et quand je suis monté, le casting était encore au début quasiment. Et c'était une présentation de danse. C'était pas encore des présentations de comédie. Elle cherchait les D'accord. danseurs encore. Ok. Et quand je suis arrivé, personne n'était passé. Et il y a eu comme un effet de compétition au casting, c'est-à-dire que tout le monde sortait son plus beau passage. Et là, en fait, c'est pas moi qui ai eu envie de faire le casting, c'était moi qui avais envie d'impressionner tout le monde dans la salle La star. plutôt que de faire le casting. Donc j'ai sorti sûrement mon plus beau passage de l'époque et j'ai été retenu par un des casteurs qui est venu me voir et qui m'a fait une photo directement et qui m'a dit écoute, j'ai l'impression que tu pourrais être le fils de Blancali dans ce film. Moi, je te dis honnêtement, j'avais aucune idée de qui était Blancali. Mais Du coup, justement, on revient encore à autre chose, c'est le battle, c'est Ouais. le défi, le dépassement de soi qui est important en fait, qu'on a l'impression qu'il Bien sûr. est un peu partout dans ta carrière. Du coup, là, tu viens comme ça et finalement, comme tu vois, l'esprit de défi, l'esprit de compétition, l'esprit de fight, directement, Exactement. C'est ce qui me dirigeait tout le temps vers le challenge. Je voulais
briller absolument. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a le côté frimeur toujours dans la danse. On veut briller absolument. Tu sais, les breakers aiment bien être bien sapés, les belles baskets, les beaux t-shirts, les beaux machins. On aime bien être assortis. On aime bien. Il y a le côté frime. Je pense que c'est le côté starification qui impressionne beaucoup les gens après. Mais quand j'ai fait le casting, je voulais vraiment être le meilleur. Et quand il m'a dit, le casteur, que j'avais une possibilité d'être un des rôles, honnêtement, je l'ai écouté sans l'écouter. C'était pas quelque chose qui m'avait vraiment touché. Il m'a rappelé d'ailleurs peu de temps après pour faire des essais comédie. Et je me souviens que je lui avais dit, écoute, pour l'instant, je suis pas dispo. J'avais fait pas la star, mais c'est juste que ça m'intéressait pas. C'est pas intéressé par ça. J'étais pas là-dedans. Pour revenir sur le rôle, est-ce que tu savais que tu allais avoir un rôle aussi primordial? Parce que tu es sur l'affiche quand même. Alors, tout a été une surprise. Je vais te dire honnêtement, tout a été une surprise du début à la fin, que ce soit pour mon rôle, pour le script qu'on a eu vraiment à la fin des répétitions, pour l'affiche que j'ai découvert bien après. Et la première affiche que moi j'avais vue, c'était Dos à dos, où j'étais avec Blancali. D'accord. Donc, c'était la première affiche. Il y a eu plusieurs affiches. Il y a eu l'affiche pour la France, il y a eu l'affiche pour la Russie qui était différente. Parce que le film a tourné un peu partout en Oui, le Europe. film a été un peu partout en Europe. D'ailleurs, et je ne savais même pas, moi, où il sortait. C'était des amis à moi, par exemple, des Marocains qui me disaient il est au Maroc, il est ici, il est là. Incroyable. Donc, j'avais plein de surprises comme ça. Mais il faut savoir que je ne suis pas dans le monde de la comédie. C'est pas mon monde. J'ai pas exploité exactement comme il aurait fallu cette partie de ma vie. J'aurais dû peut-être me prononcer un peu plus, aller faire plus de casting, m'intéresser plus à la comédie, faire plus de cours de comédie. Mais... Peut-être que j'aurais pu percer, mais le problème, c'est qu'à mon époque, j'étais pas dedans. J'étais un breaker et j'étais un privilégié en réalité, parce que Blancali aurait très bien pu me prendre pour faire danseur. Ouais. Tu comprends, et me doubler et nous être tout simplement des doublures pour des acteurs au moment où ils dansaient, et ils nous ont donné le rôle. Et c'est ça qui a été extraordinaire, c'est on est parti de mecs qui n'avaient rien fait à des premiers rôles dans un film. Et je vais même te dire mieux, j'avais des figurants qui venaient, qui nous jalousaient, qui eux prenaient des cours de comédie depuis 20 ans, 15 ans, et Vous qui aviez disaient volé oh là la là, vedette. quelle chance que tu as d'être en premier rôle. Vous avez volé la vedette. Alors, ouais, quelle chance que tu as d'être en premier rôle, mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est dit, ah ben lui il est excellent. Non, mais attends, Il a quand peut-être- même, quoi qu'il arrive, ils n'étaient pas danseurs non plus. Je pense qu'ils n'avaient pas tout. Ils n'étaient pas danseurs, mais ce que je veux dire, c'est c'est qu'eux ça. font des milliers de castings. Ouais. Mais C'est ça. il y a aussi le facteur chance dans tout ce que je raconte. Moi, je dis, je suis croyant, donc je dis qu'il y a quand même une destinée, parce que le film a lieu dans les années 2000, c'est à mon apogée. Il faut un blanc pour faire le premier rôle. Il faut pas autre chose, il faut pas un chinois, il faut pas un renois, il faut pas un rebeu, il faut quelqu'un qui puisse passer type espagnol. Ouais. Je suis un peu mat de peau, donc c'est des facteurs aussi qui font Qui ont que pu je suis aider. pris pour le film. Ce n'est pas que mon niveau de danse, parce que ce serait prétentieux de dire qu'il n'y avait personne à part moi qui avait un niveau. Il y avait plein de danseurs qui étaient très bons de notre génération, Mais est-ce que tu penses de que... tout type d'origine. Excuse-moi, est-ce que tu penses que le film aurait eu la même résonance si on avait pris un autre danseur, par exemple, ou c'est parce que ça a été le premier film de danse hip-hop en France, donc forcément ça a marché? Bah, moi, je pense que ce qui fait que c'est devenu légendaire, c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres derrière. Ouais, c'est- Il y a ce petit effet-là qui fait que quand aujourd'hui on en parle, s'il y avait eu une liste de 27 films, Ouais. on n'en parlerait pas pareil. Ouais. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a eu Rocky, il y a eu plein de films de boxe, mais quand tu parles aux gens de films de boxe, On retient. tu lui dis dis-moi un nom de film de boxe tout de suite, il va te sortir Rocky parce que c'était le premier, c'était le plus marquant, c'était le plus machin, c'était celui qui a marqué les esprits. Bah, le défi, c'est un peu la même chose. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu après des films un peu en Angleterre, il y a eu d'autres films, après il y a eu Step Up, il y a eu Save the Last Dance, il y a eu toutes ces choses-là, mais c'était dans un autre continent. Chez nous, en France, ça s'était arrêté là. Et c'est pour ça qu'il est devenu légendaire. Mais on ne savait pas qu'il deviendrait légendaire. Je ne pense pas. Surtout qu'on a une autre histoire en France, on n'a pas aux États-Unis il y a une autre histoire, en France il y a une autre histoire. Bien sûr. Et puis eux c'est le pays du hip-hop surtout. En tournant le film, on a pu voir de grands danseurs comme Babson, paix à son âme, Bien sûr. Sofia Boutella qui sûr. aujourd'hui est une actrice connue dans le monde entier, Bien sûr. une grande actrice américaine. Est-ce que quand tu as tourné, tu as eu la chance de faire des liens avec des personnes avec lesquelles tu es toujours en contact et qui se sont transformées un petit peu comme une famille? Pas du tout.
Je vais être franc avec toi. Je vais être franc avec toi. Et c'est peut-être mon défaut. J'ai jamais été lèche-bot. Ouais. J'ai jamais su mettre ça en avant. J'ai jamais été opportuniste. Je vais te dire mieux. Il y a une seule personne qui est venue me voir pendant le tournage du défi. Il s'appelle Paul Bellettre. Et il est venu me voir en me proposant de faire une vidéo de break. Et j'ai fait une vidéo avec quelqu'un, justement le directeur de casting du défi qui s'appelait David, avec qui j'ai fait la première Flexiball. Et après, c'est directement cette personne-là qui s'appelle Paul qui était venu me voir sur le film Le Défi sur le tournage. Il est venu me voir au Trocadéro, je me rappelle, il faisait très froid. Il était 6h du matin, il faisait moins 5 degrés à Paris. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, voilà, je fais un court-métrage. Est-ce que ça te dirait de faire un court-métrage sur Spider-Man ? Et moi, en échange, je te rends service. Je te fais quelque chose que tu aimerais faire. Je lui ai dit, moi j'aimerais faire ma Flexible Fury 2 plus professionnelle. Est-ce que tu pourrais m'aider à la faire ? Et c'était un échange de procédés. Et pourquoi je te dis que aujourd'hui je fais un livre sur ma vie que je sors bientôt qui s'appelle Warrior et avec qui j'ai travaillé justement ce Paul Bellettre qui est 20 ans plus tard la même personne avec qui j'ai travaillé et tu vois, je pense que j'ai jamais été opportuniste au point de gratter des gens et d'être comme ça, mais par contre j'ai fait des affinités avec pas mal de personnes avec qui je suis resté en contact. Je pense que les choses se font naturellement. On va revenir sur vas-y. J'aimerais revenir sur les flexibles. Ouais. Oui. Les flexibles quand même c'est Alors ouais, la flexible c'est quelque chose. D'où concept, pourquoi la flexible, d'où vient cette idée-là? Alors, ça, c'est une idée qui m'est venue bêtement. En fait, j'écris beaucoup ce que je fais en danse. Donc, c'est une façon de garder en mémoire tout ce que je fais. Et comme je voyais beaucoup de vidéos aux États-Unis de break, et il y avait pas mal de vidéos solo aux États-Unis, j'ai dit, c'est marrant quand même qu'avec toutes les légendes françaises qu'on a, comme les Actuels, etc., qu'il n'y ait jamais eu de vidéo solo française. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ma première vidéo solo ? J'ai le vent en poupe, je suis créatif, j'ai la matière pour nourrir 1 heure de vidéo. J'ai dit, ce serait bien que j'arrive à faire un truc pareil. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ma première Flexible Warrior, ça m'avait propulsé, ça m'a motivé pour faire beaucoup plus. Et j'ai lancé la deuxième, la Flexible Fury, excuse-moi, pas la Warrior. Les Warriors sont venus après en 2013, mais la Fury en 2002 qui a été explosive, je pense c'est celle qui m'a propulsé au rang de super b-boy dans le monde entier, puisque je me souviens aller dans des boutiques au Japon, en Chine, et c'était la vidéo était déjà dans les boutiques, et je voyais qu'il y avait toute une vague de breakers qui commençaient à danser comme moi ou qui commençaient à s'habiller comme moi. Mais du coup, là, on rentre dans l'influence. C'est-à-dire que tu étais quand même un influenceur. Là, on peut parler clairement d'influence. De ce terme-là, tu vois. J'ai écrit un style de danse, j'ai une signature. C'est ce qui fait que j'ai réussi à passer plusieurs générations. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Monsieur est très demandé. On en parlera. Nous sommes en plein direct, je te rappelle. Donc, c'est ce qui fait que tu peux traverser les époques. Quand tu as une écriture bien particulière à toi, quand tu as un style bien particulier à toi, tu peux passer beaucoup de générations. Et je l'ai d'ailleurs prouvé quand je suis revenu en 2013, parce que beaucoup disaient que mon break n'était plus d'actualité, que mon style n'était plus d'actualité. Et pourtant, je suis revenu avec exactement le même style de danse. Bien sûr, il faut remettre les choses au goût du jour. Tu ne peux pas chanter un rap des années 80 de la même manière que tu le chantes en 2023. Mais tu peux garder tes mêmes codes et tes mêmes façons de faire, juste de remettre ça au goût du jour. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu avais rajouté beaucoup de slide, de finesse, exactement. De fluidité, moins d'impact. J'étais beaucoup plus proche du sol et moins aérien parce que mon physique ne me le permettait plus. Mais tu as quand même réussi, je trouve, à garder ce côté impact. Mais du coup, je pense que le côté impact, il est plutôt dans le mindset, dans la tête. Justement. Exactement. Tu rebondis bien, cher collègue. Justement, tu dis que tu es revenu, quand tu es revenu, on t'a souvent critiqué pour ça. Mais attends, excuse-moi. Avant ton retour, excuse-moi de te couper. Oui. T'étais où? Oui, c'est ce que je vais poser comme question. T'étais où? T'étais absent pendant quasiment 10 ans, c'est ça? Alors ça, je vais repartir en arrière. 2003, 2004, fin 2004, je me rends compte que j'ai plein d'histoires à raconter sur ma vie de danseur. Et je me rends compte que mon entourage autour de moi,
qui me regarde avec des grands yeux, si tu veux, qui me regarde avec une façon de se dire waouh, il a réussi, il voyage, il fait le tour du monde, il voit plein de choses. Et ben, je me rends compte que ces gens-là, finalement, ont plus avancé que moi dans la vie sociale. Ils ont appartement, voiture, un vrai travail. Et je vois que moi, je rame encore et que j'ai du mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Je suis plutôt là à dire à mon banquier, écoute, je suis à découvert, mais si je gagne le battle samedi, je pourrais recouvrir. La vie de danseur. Voilà, c'est que la triste réalité, c'est que je m'en étais pas sorti financièrement et j'avais encore moins bien géré ma carrière que j'aurais pu le penser. Donc, il a fallu que je rentre dans le vif du sujet et que j'aille bosser. Et j'ai commencé directement avec mes frangins à faire de la dératisation, ce qui était pour moi à l'époque dégradant. Ouais. Parce que on parle d'une époque où j'arrive chez des clients, par exemple, je vais te donner une anecdote toute conne, où j'arrive chez un client qui est dans une boulangerie et qui me dit mais je vous connais, vous avez joué dans un film, et moi j'ai honte et je dis non, on me dit souvent que je ressemble à cette personne. Tu vois, c'est des choses comme ça qui se sont produites. Après, j'ai fait... et comme c'est vrai que ma famille était dans le dépannage, dans la serrurerie, je me suis dirigé vers la serrurerie. D'accord. Alors après, des anecdotes aussi dans la serrurerie, j'en ai eu plein. Des gens que j'ai dépannés, qui m'ont reconnu, qui m'ont... Voilà. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais j'étais pas aigri, je m'étais retiré, je m'étais fait une raison à me dire que le break, c'était mon passé, que j'ai eu ma chance de pouvoir vivre de ça, que j'ai pas réussi, qu'il était temps que je passais à quelque chose de plus sérieux. Donc j'ai travaillé normalement, comme tout le monde. Mais il y a un truc que tu parles souvent, et tu parles de ça même quand tu as commencé Défi, ce truc de se dire je veux toujours être numéro 1, je veux qu'on me voit, je veux qu'on me voit en tant que star. Bien sûr. Est-ce que justement il y a ce côté un peu que tu as eu, tout à l'heure on en discutait en off, et tu disais déjà à l'époque, moins on te voit, plus on crée la demande. Bien sûr. Et comme je te disais, je pense que tu avais déjà aussi cet esprit entrepreneur, et peut-être que justement on peut avoir ce problème quand on est danseur, oui. qu'on n'a pas cette En fait, je dis toujours qu'il ne faut pas se gâcher. Il ne faut pas se montrer trop souvent. Il ne faut pas saouler les gens. Je pense que plus tu crées la demande, plus les gens sont comme des dingues quand ils te voient, et plus tu fais durer si tu veux, ton nom de starification, plus tu le laisses sur le long terme. Et je pense que m'être absenté aussi longtemps, déjà, ça a fait un retour de moi plus percutant. Ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaise pub. Même ceux qui disaient qu'ils ne croyaient pas en moi, je vais même te dire mieux, Yuval lui-même ne croyait pas en moi, et qui est pourtant mon mentor. Lui-même ne croyait pas en moi. Il a fallu qu'il vienne 2-3 fois chez moi pour voir de ses yeux si vraiment j'étais capable de faire quelque chose de bien. Et je veux dire, quand tu reviens après toutes ces années, déjà, tu as les gens de ta génération qui sont à moitié cassés physiquement, qui disent putain, il est courageux quand même, le mec. Il revient, il n'est pas mauvais, c'est déjà pas mal, faut voir jusqu'où il va aller. Et c'est là que la vraie motivation, elle commence. C'est là où tu veux te surpasser toi-même. C'est peut-être là où je voulais impressionner les jeunes et les gens quand j'étais jeune, et arrivé à mes 35 piges, voulu surtout m'impressionner moi. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça, encore une fois. Tu sais que le break, ça avance très vite. Aujourd'hui, un petit 10 ans, on peut faire des trucs totalement incroyables. Donc toi, tu as une absence de 10 ans. Une absence de 10 ans dans la danse, c'est énorme. Rien que un an dans la danse, c'est énorme. 10 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'a motivé, qui t'a dit, là, je vais revenir, je sais que c'est chaud, mais je vais tout cartonner? Est-ce que, je vais te renvoyer la question, est-ce que de revenir après un an et de reprendre un niveau, c'est un gros challenge? Moi, je dis que c'est sans plus. Par contre, de revenir 10 ans après et de remonter sur scène avec les meilleurs au monde, ça, c'est un challenge. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui me fixe une barrière. Celui qui vise la lune, moi, je vise les étoiles. Je veux aller beaucoup plus loin. Je le dis souvent, je suis un berger, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas là pour suivre les autres. Je ne serai jamais revenu en faisant ce que les autres veulent voir, c'est-à-dire des bases, des choses que je n'ai jamais su faire, comme des power moves extraordinaires. Je suis revenu avec ce que je savais faire. Et je pense que c'est ça une écriture, c'est que tu peux reconnaître quelqu'un à son ombre. Et peu importe les années qui passent, peu importe. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, tu m'interviews aujourd'hui et tu me parles de mon écriture. Et pourtant, mon écriture, elle a démarré en 95, 96.
Et on en discute aujourd'hui comme si... Elle reste gravée dans la roche. Eh oui, et elle reste gravée dans la roche. Et c'est ça la différence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs qui ont repris mon justement. écriture, mon identité. Par rapport à ça, justement, il y a beaucoup de danseurs qui ont repris ton identité et il faut que l'on sache, parce que c'est une réalité qui est là, certains ont commencé la danse avec le défi et pas seulement en France, en Europe aussi. En Russie, on a pu avoir Bien sûr. l'influence que tu as eue. En Ukraine, on a pu Bien voir sûr. l'influence que tu as eue. Et dans d'autres pays aussi. Donc, quand tu vas dans... Il a bossé. Je tiens à dire qu'il a bossé. Ouais. Il a bossé. C'est pas seulement bosser, on a la chance d'avoir un grand danseur à côté de nous. On est des passionnés de danse hip-hop, de musique hip-hop et de tous ces trucs-là. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Ouais. Alors, la Russie, elle a créé ce qu'on appelle l'abstract style. Ouais. Ça vient des États-Unis, mais c'est eux qui l'ont mis vraiment en œuvre en Russie. Les Russes ont eu cette influence. J'ai eu cette influence sur les Russes, apparemment, justement d'être dans l'abstrait. Ils ont compris qu'ils pouvaient casser les codes Ouais. et ne pas passer par les footwork ou par les bases classiques. Et ils en ont fait, c'est vrai, ils en ont fait des battles chez eux. Et maintenant, il y a beaucoup de leurs meilleurs breakers qui sont, c'est vrai, très admiratifs de ce que j'ai fait auparavant et qui me l'envoient souvent sur le net. J'ai reçu hier encore une invitation pour aller en Russie. C'est des gens qui essaient de m'inviter régulièrement. Et je suis très reconnaissant parce qu'ils sont vachement dans le respect. C'est pas des gens qui vont me dénigrer. Ils sont reconnaissants. Le défi est arrivé en 2000 là-bas en Russie et ça a changé un peu l'histoire de la danse chez eux. D'accord, carrément. Ok. Mais du coup, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu veux être le numéro 1. Oui, Et tu fais en sorte d'être le numéro 1. Mais qu'est-ce qui, pour toi, doit te différencier des autres? Parce que du coup, je pense que ton retour, c'est un retour réussi pour moi. Tu vois, ce que tu as fait dans le passé aussi, c'est réussi. Même, je pense que ta vie d'entrepreneur aussi, c'est réussi. Et du coup, tout ce mindset se regroupe à chaque fois dans l'envie de se surpasser et d'être numéro. Bah, tu vois, comme je te disais tout à l'heure en off, pourquoi je fais un livre? Bah parce que j'ai plein de choses à raconter, mais ma vraie raison, c'est parce que je suis le premier à le faire. Il n'y a aucun b-boy au monde qui a fait un bouquin. Et je suis sur le premier média aujourd'hui à vous le dire. C'est chez vous que je le dis. C'est le livre sortira le mois prochain. Il s'appelle Warrior et c'est le premier livre sur une autobiographie d'un b-boy. Et j'ai tenu à faire ça pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être que s'il y avait eu 10 livres, je ne l'aurais pas fait. Et je veux qu'on dise le premier b-boy à avoir fait un livre, c'est Benji. Ouais. Ça, c'est Et shout-out. il y a eu... On n'a pas encore les sons. hein, Il y a, on il y a encore des pas. livres sur la danse. Il y a plein de trucs. Il y a plein de livres sur la danse. Il y a, Alors, il y a plein de livres sur la danse, c'est réel. Il y a plein de livres sur l'histoire du hip-hop, c'est réel aussi. Mais il n'y a pas plein de livres, comme tu dis, sur les danseurs. Et que ça Non. soit aussi bien en break qu'en hip-hop, danse debout et toutes ces choses-là. bien sûr. Comment expliques-tu cela? Comment expliques-tu que on parle de transmission aujourd'hui aussi bien dans la musique qu'ailleurs, que la France a du mal, entre guillemets, à transmettre à certains anciens critiques que le fait que la nouvelle génération ne connaisse pas assez l'ancienne? Comment expliques-tu que le passage du flambeau ne s'est pas effectué correctement et que ça ne s'est pas fait justement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, de notre génération, on passait le flambeau avec le bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a beaucoup de choses. Les jeunes s'informent un peu tout seuls. Alors, le problème de l'information seule, c'est que tu t'informes des fois mal et que notre génération a mal fait peut-être le travail. Peut-être que c'est à nous de transmettre à la génération d'avant ce qui s'est passé, ne pas les laisser toujours voir ce qui se passe sur les réseaux, etc. On ne peut pas en vouloir à un jeune d'aller voir ce qui se passe en 2023. Il ne peut pas aller voir ce qui se passe en 82. Si nous, on ne lui inculque pas cette histoire, si on lui transmet pas, si on ne fait pas plus de conférences, si on ne fait pas plus ces choses-là. Moi, le premier, je ne suis pas quelqu'un qui est bon là-dedans. Je ne fais jamais de conférences, j'explique jamais à la nouvelle génération. Mon seul moyen d'avoir fait parler de moi à la nouvelle génération, c'était de faire des vidéos quand je suis revenu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont regardé mes vidéos de quand je suis revenu et ils se sont dit « Mais qui c'est ce mec-là » Et c'est là que les questions sont arrivées à eux. Et les gens leur ont dit « Ce mec-là, en 2002, 2001, 2003, il a fait telle chose. Et ce danseur-là, il a influencé
cette personne-là que tu vois aujourd'hui, que tu regardes avec des grands yeux, bah, tu vois, ce mec-là qui est une superstar aujourd'hui, il a commencé en regardant cette personne-là. Et c'est comme ça que tu transmets l'information. En fait, il faut se renouveler en permanence, mais il ne faut pas disparaître totalement. Si tu disparais, c'est compliqué. Moi, je peux comprendre quand j'entends des anciens qui demandent une reconnaissance à devoir revenir dans des battles pour juger. Est-ce que ça fait pas un peu, parce que des fois, est-ce que ça fait pas un peu vieil aigri de se dire ouais, mais nous, on nous oublie? Est-ce que les anciens, c'est pas à eux-mêmes de justement de se dire bon, les gens ne nous connaissent pas, la nouvelle génération ne connaissent pas, c'est à nous de pouvoir transmettre comme tu le fais, comme tu vas le faire avec le livre. Je pense que c'est une question d'ego. Je pense que le danseur, il pense que tout le monde doit le connaître sans que lui, il ait à se présenter. Je pense que c'est ça le problème du danseur. Il est dans ce monde-là. Moi, je veux jamais être juge dans les battles. Je veux pas être partout. Je veux pas inonder les réseaux. J'ai pas envie non plus de supplier les gens pour qu'ils me prennent, etc. C'est pas du tout mon délire. Moi, je fais un peu les choses comme j'en ai envie. Ouais. Et si ça plaît, ça plaît. Je suis plus dans la kiffance de mon âge. J'ai 42 ans. Je trouve que c'est déjà une opportunité énorme de danser encore une fois. D'accord. C'est bon. C'est une opportunité énorme de danser à mon âge. C'est une opportunité énorme d'exister encore. C'est une opportunité énorme de pouvoir faire plein de choses et d'avoir des gens qui s'intéressent à moi et d'avoir des gens autour de moi qui me disent ouais, bah, si tu veux, on fait un livre, vas-y, je te suis. J'ai rien payé pour faire ce livre. Je le fais avec des gens qui sont amoureux comme moi de cette culture. Donc, en fait, en écoutant ton histoire, on se rend compte que tu as une mentalité très US. Tu as une mentalité très US, justement, tu as ce côté un peu polyvalent de se dire je peux être aussi bien danseur, que je peux être aussi bien écrivain, tu ne t'interdis rien. Et c'est vrai qu'en France, on a souvent ce problème-là de se dire ouais, mais non, je suis danseur, je fais que de la danse et tout ça. Moi, je vais revenir un peu sur le côté un petit peu de ta part. Si je peux t'arrêter sur ce que tu viens de dire, c'est que peut-être que je l'ai mal vécu auparavant, d'avoir fait des erreurs. Peut-être que j'aurais dû faire de la comédie quand j'ai fait le défi. Derrière, peut-être que j'aurais dû continuer. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que c'était de la prétention de se croire au-dessus et de croire que les gens allaient venir me chercher. Peut-être que aujourd'hui, j'ai compris avec les années qu'il faut se bouger pour pouvoir faire plein de choses. Aujourd'hui, j'ai des sociétés qui n'ont strictement rien à voir, des sociétés de bâtiments, des sociétés de bien-être. Je voulais revenir sur ça, justement. Comme tu avais un peu ce côté créatif, ce côté un peu polyvalent, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé et te dire bon, là, je vais créer mes sociétés? Est-ce que c'est parce que tu as eu cette vision que beaucoup de danseurs n'ont pas, de se dire notre carrière, on peut danser toute notre vie, mais malheureusement, on ne sera pas performant toute notre vie. Il y a la nouvelle génération qui va arriver. Est-ce que je ne pense pas à l'après et que je crée mon entreprise? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon, là, je crée ma société? En fait, déjà... on a cette fibre chez nous, les Juifs, on a cette fibre de business et on a une influence directe autour de nous de plein de réussites financières qui fait que quand tu vois des jeunes ou des gens qui ont monté des affaires, tu te dis finalement, c'est donné à tout le monde. Et quand je voyais mon entourage de mon âge qui n'était pas du tout dans la danse, qui avait monté des entreprises tout seul, etc., je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Il n'y a pas qu'une seule issue dans ma vie. Il n'y a pas que la danse ou zéro. Il y a la danse, il y a l'entrepreneuriat, il y a plein de choses. Je peux essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit direct. Quand j'ai appris le dépannage avec mon frère, je me suis dit, mais peut-être que je peux le faire sans lui. Peut-être que je peux évoluer. Peut-être que je peux monter des choses. Ok, et en fait, comme tu disais, justement, tu avais des amis qui n'étaient pas du tout dans cet univers et qui, justement, étaient dans l'entrepreneuriat. Est-ce que quand tu étais avec eux, tu sentais ce décalage qu'on peut sentir? Même moi, je peux le sentir parce que j'ai des amis qui ne sont pas danseurs du tout, qui ne sont pas dans le milieu de la danse. Est-ce que tu as... À l'époque, ça me le faisait, plus maintenant, parce que maintenant, je m'assume totalement, mais ce côté un petit peu honte. Je sais pas quand si... on s'affirme pas. En fait, moi, j'avais pas honte de ce que je faisais, mais je sentais que j'étais un peu un martien pour ma génération. Et je pense que Yuval m'a beaucoup influencé parce qu'il était lui-même le martien de sa génération. On est des exceptions à la règle. Alors, indirectement, quand tu as dans la culture, tu croises un mec qui est de la même culture que toi
Ce que je veux te dire par là, c'est que si demain un Cambodgien il croise un b-boy cambodgien qui croise un autre b-boy cambodgien à l'autre bout de la planète, l'affiliation se fait direct. Ouais. Tu vois, ils parlent, ils communiquent, et c'est un peu la même chose avec la danse et moi. C'est que moi, quand j'ai croisé Flirock qui me disait qu'il était juif, quand j'ai croisé Mr Freeze qui me disait qu'ils étaient juifs, ces gens-là, pour moi, c'était ça me choquait. C'était, je voyais en eux un peu, je dis, tu sais, comme si bah finalement je suis pas seul. T'es pas Tu seul. vois bah finalement on n'est pas tout seul alors. Et tu vois, et c'était marrant. Parce que eux aussi, indirectement, ils ont vécu un peu ce je vois truc-là, le truc, Mr je Freeze vois. dans le Bronx, avec des Mexicains et des Latinos, je veux dire. D'ailleurs, je Et, croyais que c'était un latino. ouais, ben non, même pas, tu vois, c'est un fudge, rien à voir. Bon, après, il a tellement été influencé là-dedans que Ouais, voilà. que- Mais oui, on a cette petite particularité quand on est un peu à part. Et moi, franchement, mes copains, ils étaient complètement à l'ouest. Moi, je me souviens que mes copains, les 3-4 copains fudge que j'avais à l'époque, quand ils sont venus à Junior, ils sont partis avant le début parce que pour eux, c'était trop sauvage. Tu comprends? C'était trop sauvage. Énorme. Et ouais. Et ça fait partie de mes histoires. C'était pour eux. Tu sais, il y a un côté raciste, malheureusement, dans toutes les communautés. Il y a un côté raciste. Pour nous, de voir 800 Noirs et Arabes, pour eux, pour mes copains, c'était... Pour mes copains fudge, c'était pas des danseurs. Oui. Les 3/4, c'était des voyous. Oui, Tu comprends? Il y a ce côté-là... J'avais pu jouer. Hein. Et justement, je vais revenir sur ça parce que tu parles d'amis et tout ça. On va parler un petit peu de vie de famille parce qu'on sait que la vie de famille des artistes, oui. ce n'est pas la même que la vie de famille d'un homme qui a un métier lambda et que c'est dur. clair. Moi, je le vois moi-même avec la mienne. Et est-ce que justement aujourd'hui, tu as ta femme et enfant, tu as une femme et tu as des enfants. Est-ce que ce côté-là aussi, c'est pas ça qui a fait de dire que je vais créer ma société, comme ça j'aurai un peu plus de temps pour ma famille? Alors moi, comme je suis un mec anxieux et je suis un mec peureux, je préférais créer ma situation financière avant de créer ma La famille. famille, d'accord. Moi, c'est une fois que j'ai senti que j'étais à l'aise, que je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Et ma femme était enceinte lorsque j'ai fait Freestyle Session, le dernier, avec Monster, lorsqu'on a gagné les 20 ans. Et elle était enceinte juste avant que je parte et elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était trop pour moi à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi finir Freestyle Session et après on verra. Et elle m'a appelé le lendemain du battle et elle m'a dit, alors, on fait quoi? Forcément, elle m'avait piqué au cœur. J'avais gagné, j'étais tout bon, j'étais tout chaud. J'ai dit, ok, on garde. Alors, sur le coup, après, j'ai eu une petite, un petit recul un peu. J'ai dit, Oui, mais est-ce ça, que c'est la frayeur de tous les papas. est-ce que j'ai pas été trop vite? C'est la frayeur. Et puis finalement, Dieu merci, on a renouvelé l'expérience. On a 2 filles extraordinaires, Lynn et Génial, Cameron. génial, c'est bien. Et on est très très heureux. On est une famille soudée. On manque de rien. On est bien. C'est génial. Et on a vu que le lifestyle, pour toi, c'est important. Que Oui. la SAP, c'est important. Que les pairs sont importants. On aime tout ça. D'où te vient un peu cette addiction des sneakers? J'ai commencé très jeune. J'ai commencé avec l'époque de Benny B, avec Morgan et Thibaut, justement, qui, eux, Benny B mettaient déjà des baskets. Oui. Ils mettaient une Jordan 90 à droite, d'une couleur, et une Jordan d'une autre couleur. Et ils mettaient plein de trucs comme ça. C'était très coloré. C'était toujours t-shirt assorti au basket, salopette ouverte sur le côté. Donc, il y a cette culture américaine qui m'a piqué très jeune. Et je vais même te dire mieux, aujourd'hui, tu regardes même les clochards aux États-Unis. Même le clochard, il a du flow. Il n'a pas le même flow que le nôtre. Donc, c'est ouf. Mais ouais, j'ai grandi avec ça. Et je me suis rendu compte que dans le break, en fait, tout le monde a un peu ce petit truc-là. Il y a un peu un délire de la sapologie. D'ailleurs, en parlant de sap dans le break, le survêt rouge. Oui. Une histoire, c'est survêt rouge, parce que du coup. Bah, j'ai vite compris qu'une identité, c'était important. Ouais. Et que le survêt rouge, c'était quelque chose qui allait marquer. Pour te donner l'anecdote, lorsque j'ai fait la couve du livre, c'est une personne qui s'appelle Wise, Alexander, qui a fait la mise en page, j'ai fait un shooting justement avec un bar rouge exprès pour que sur la couve, il y ait ce bar rouge qui était emblématique. Et on vous la montrera bien sûr dans le podcast, sûrement la photo.
Et lui s'est amusé à faire un montage où il avait changé un peu la couleur du pantalon parce qu'il n'est pas intègre à cette culture. Et il ne comprend pas. Et je lui ai dit, écoute, tes effets sur le pantalon, c'est extraordinaire. Mais c'est pas moi, en fait. Et il me dit, mais je comprends pas. Tu t'aimes bien ce pantalon rouge? Je lui ai dit, non, mais ça va au-delà d'un pantalon rouge. Ce pantalon rouge, c'est une identité. Il y a des jeunes qui mettaient ce pantalon rouge. Il y a des légendes de cette culture aujourd'hui qui mettaient ce pantalon rouge, un débardeur et un t-shirt sur la tête. Je dis, c'est quelque chose d'historique. C'est pour ça que je tiens à faire ça. Et c'est pour ça que j'ai fait plein de clins d'œil dans ma carrière à ce pantalon rouge. Quand j'ai fait en 2013 la Flexible Fury que j'ai refaite, directement, c'était l'image à mettre. C'était un pantalon rouge dedans parce que je sais que c'est quelque chose qui a marqué les gens. Exactement. J'aimerais revenir sur un truc que tu disais justement, ton regret pour la comédie et pour le fait que tu t'es pas assez investi sur ça. Il n'est pas trop tard, bien évidemment. Non. On sait qu'aujourd'hui, il y a Netflix, il y a Amazon. D'ailleurs, et il y a Charlie, toutes tu ces prends des cours choses-là. de comédie, non plus? Mais il n'est pas trop tard. Et justement, on connaît ton histoire. On connaît ton histoire. Est-ce que faire un film pour ton histoire, sur ton histoire, Un biopic? ça ne serait pas un projet que tu pourrais lancer? Alors, je vais te révéler quelque chose. Ah. Le livre, c'est aussi le but de finir sur un cinéma à la fin. Les actus, c'est ici. Donc, hein. en fait, quand on fait une autobiographie, si demain, derrière, il y a la demande pour le mettre en scène, bien sûr qu'on sera joueur. Bien sûr qu'on le fera. Parce que ça fait partie du truc. Et parce que on a eu la chance, moi, j'ai eu la chance de faire un film, mais j'avais qu'un rôle. C'est-à-dire que j'avais pas un droit d'écriture, j'avais pas un droit d'image comme je l'aurais voulu. Maintenant, si on propose de faire un film en tant qu'acteur et d'avoir un rôle qui me plaît, pourquoi pas? Mais ce qui me tiendrait à cœur, c'est d'écrire D'écrire et réaliser. mon film, Réaliser. d'écrire un film sur ce que j'ai vécu, de mettre en scène, de retourner un Benji Junior dans la réalité, de mettre... Alors moi, j'ai une question. Là, je t'interromps. Là, c'est important. Ouais. Si aujourd'hui, tu tournes ton film, quel serait l'acteur que tu prendrais et que tu mettrais à ta place? Enfin, le danseur que tu mettrais à ta place et qui jouerait ton rôle. La nouvelle génération. Si tu suis un peu. soit je mets Lilou, parce Oui. que c'est celui qui sait le mieux le faire. Petit clin d'œil. ou croche-patte, comme on veut. Soit, non, sans blaguer, je pense qu'aujourd'hui, il y a le choix. La flexibilité, il y en a beaucoup qui sont souples, il y en a beaucoup qui pourraient représenter ce que je faisais. Alors, est-ce que après il est essentiel de refaire exactement ce que je faisais techniquement? Peut-être pas. Peut-être prendre l'histoire et de mettre le danseur avec sa touche à lui. Juste retranscrire l'histoire. D'accord. Et ok. Bon, tu as lancé, tu m'as tendu la perche. Bon, on va pas s'étaler sur ça, tu en as assez parlé. Bon, on va revenir sur Lilou, on va en parler en bref. On sait ce qui s'est passé, On en a connaît parlé en Insight. on connaît l'histoire. Est-ce que justement, on voit l'influence que tu as pu avoir sur lui? Est-ce qu'un face-à-face, je parle pas en mode clash justement, mais un face-à-face en mode la paix entre guillemets et discuter un peu de comment l'un a pu influencer l'autre, te dire bah écoute... Moi, honnêtement, aujourd'hui, on a 42 ans. Il doit avoir une 38, 39 ans. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est un peu plus jeune que moi. Il doit avoir 3-4 ans de moins que moi. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr que ça, c'est derrière nous. Et heureusement que c'est derrière nous. Mais, l'histoire était simple. En réalité, c'était de reconnaître ses influences. Je pense que demain, quelqu'un qui me dit moi, j'ai été influencé par ce que tu as fait, j'étais fan, je m'habillais comme toi ou je dansais comme toi, je ne peux pas l'affronter. C'est-à-dire que c'est une... Michael Jackson n'allait pas danser contre tous les sosies de Michael Jackson à Las Vegas. C'est quelque chose qui est pas possible. En fait, peut-être ce qui m'a poussé à aller le chercher, c'est peut-être le fait que lui m'ait piqué. Alors, je vais me faire l'avocat du diable un peu, forcément, il faut. Est-ce que le côté un peu, tu sais, des fois, on a du mal avec ce côté de « c'est mon petit ». Tu vois, de dire « oui, c'est mon petit, ouais, c'est bon, il est relou, lui, à dire « je suis son petit ». Est-ce que est-ce que tu ne sais pas, peut-être que lui, on lui a toujours dit « ouais, ton style, c'est Benji, ton style, c'est Benji, ton style, c'est Benji ». Et le jour, justement, où il t'a vu, bah, peut-être, je ne sais pas, en espérant peut-être qu'un jour, on est Lilou, il s'est dit, il a eu
petit côté d'orgueil de se dire, écoute, certes, tu m'as influencé, mais aujourd'hui, moi, je peux être au-dessus. Tu vois, Mais c'est là. c'était comme ça qu'il fallait peut-être le dire. Ouais. Moi, honnêtement, les choses se sont un peu précipitées. Ouais. Je pense que l'enthousiasme des gens était beaucoup plus que nous au début. Il y a eu tout un boucan qui s'est fait tout autour de ça, alors que nous-mêmes, nous n'étions pas prêts à faire ce genre de choses au début. Il y a eu, tu vois, tout cet engouement, toute cette chaleur qui s'est faite. Boum, c'est monté. Tu sentais que la pression, elle montait et que le truc devait se faire. Mais au début, moi, j'étais un peu externe à tout ça. Je venais de reprendre la danse. J'étais un peu dans le corps d'un mec de 35 piges qui n'a pas dansé depuis 2003-2004. J'avais pas la prétention de pouvoir l'allumer, hein. Je vais être franc avec toi. J'étais plus dans un délire d'un retour cool au début. C'est juste que Zoubir, après HL, m'a un peu bousculé. Il m'a dit viens faire Shell avec nous. Il m'a bousculé pour qu'on ait une affiche un peu originale pour Shell. Je tiens à préciser, c'est le Shell Battle Pro. Oui, Shell Battle Pro avec Zoubir, à qui on fait un grand big up parce que c'est un des événements français les plus balèzes. Totalement. Et ce jour-là, Lidou m'a piqué. Il m'a dit va t'entraîner. Et c'est peut-être ce jour-là où j'ai été touché dans mon orgueil. D'accord. Et où un homme de 35 ans peut ne plus voir les choses de la même manière que quand j'en avais 20. Et je l'ai pris à cœur. Et je me suis déchiré pour arriver au niveau où j'en suis arrivé. Donc, indirectement, je remercie Lilou parce que peut-être que l'histoire ne se serait pas créée si lui n'avait pas lancé cette phrase. D'accord. Et de deux, écoute, l'histoire ne s'est pas écrite comme prévu, elle s'est écrite autrement. C'est trop tard, je pense, à mon goût. Il y a des choses qui auraient dû être faites à un instant T, qui ne peuvent plus être remises sur le terrain. On vieillit. On a vieilli, comme des fois, j'entends des gens qui me disent « Est-ce que tu veux pas refaire un junior partie 2 ?» Et je leur dis... Ils me disent même, est-ce que tu gagnerais, J'ai dit, je pense que ce serait même pas la vraie question. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ce ne serait pas abîmer ce qu'on a déjà fait auparavant? Est-ce que... même souvent, on me dit, mais qui avait gagné à l'époque? Je dis, mais est-ce que c'est important? Est-ce que Là, la vraie question, est-ce c'est que le c'est moment. Je important pense que, ouais. Est-ce que... J'ai l'impression que c'est. Après, on va bientôt terminer là, parce qu'on est sur la fin du podcast. C'est ces défis qui ont fait la personne que tu es maintenant Je pense. et qui ont fait que tu es ce niveau-là. Le but à chaque fois de vouloir se dépasser ou d'être piqué par quelque chose. Bien tout sûr. cas, en tant que moi qui est danseur aussi, c'est comme ça aussi que ma carrière de danseur, je la construis. C'est comme ça que c'est à chaque fois ces pics en fait, à chaque fois, Oui. qui font que tu es piqué. L'orgueil, l'ego d'un homme, de tout homme, fait que du coup tu vas être le meilleur, et du coup tu veux te dépasser, et du coup en fait tu prends des choses à cœur qui avec du recul au final en fait tu dis oh, c'est que de la danse. C'est Mais que de la danse. sur le coup de toute façon en tant qu'homme, et je pense que c'est ça qui fait que tu es une légende. Peut-être aussi que c'était que la danse, mais c'était tout ce que l'on avait à cette époque. Ouais. Donc, ce n'est que de la danse avec le recul. Mais à cette époque, c'est tout ce qu'on a. C'est ta vie. Mais- Et c'est ma vie. Et c'est ça sur lequel je vais revenir qui est intéressant aussi, c'est que surtout pour la jeune génération, parfois ils n'ont pas l'impression, moi c'est ma vie en fait en réalité, ou ça va être ta vie à toi, ou ça va être les Charlie, et du coup ils vont prendre à cœur des petits trucs ou des petits codes qui sont d'actualité de l'époque, qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas dedans en fait en réalité. Et surtout quand toi Lilou va te piquer, ou quand Junior tu vas piquer Junior, Ouais. ou quand face à Crumb, etc. En fait c'est pas la danse que tu joues, c'est ta vie en fait. Exactement. Tu peux te saigner sous le goudron parce que tu veux gagner. Et en fait, c'est ce mindset-là qui va être Mais intéressant pour moi. moi, je vois ça comme un combat, en fait. J'ai toujours vu ça comme un combat et j'ai toujours vu ça comme une remise en question en permanence parce que tu gagnes un battle, tu peux pas perdre pour moi le lendemain aussi facilement. Pour moi, c'est dépasser ça. Il faut que tu puisses prouver en permanence que tu es le meilleur, que tu es ci, que tu es ça. Et je pense qu'il y a des gens comme Junior à qui j'ai pas pu refuser le battle parce que pour moi, c'était une figure montante de la France, c'était une identité, c'était quelque chose et je pense que si je l'avais pas défié, j'aurais continué à porter ces démons-là derrière moi toute ma vie. Et je pense que c'est ce qui va se Zéro passer avec regret. Lilou. Lilou, il portera sur ses épaules ce petit fardeau tout le temps. On lui reprochera tout le temps, même si je pense qu'il a une très bonne carrière. Je pense que c'est un très bon b-boy et qu'il a fait des choses extraordinaires et qui pourrait lui aussi faire un livre, sûrement. Mais on lui reprochera toujours. Et tant qu'il ne répondra pas réellement à cette question et qu'il passera au travers, il y aura toujours ce petit truc qui fait qu'il y a eu un manque. Voilà. Bah, ça, on en discutera avec lui en espérant l'avoir un jour, Lilou. Oh, appelez-moi. Hein. Et une dernière question, parce que le podcast arrive à sa fin. On aimerait tellement parler de choses encore et d'autres. Une question. Si
comme tu as dit, toi, tu as eu très vite ce côté mindset à l'américaine, un peu j'ouvre mes portes à tout ce qui... Tout ce qui s'offre à moi. Tout ce qui s'offre, je vais là où la vie me mène aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la nouvelle génération, même si on sait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est un peu plus professionnelle que l'ancienne et c'est tout ce qui s'offre à elle. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à des personnes qui commencent la danse professionnellement pour le moment présent et pour l'après? J'espère en tout cas pour eux qu'ils sont bien entourés, parce que moi j'ai eu la chance d'être entouré. Alors j'étais entouré à notre niveau, on parle d'une autre époque, donc on n'avait pas besoin du même entourage, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont mis sur le devant de la scène, ils sont à un niveau que jamais on n'aurait pu imaginer que le break arriverait aujourd'hui. Ils arrivent aux Jeux Olympiques, donc on a dépassé un certain cap, donc je pense que le seul conseil à leur donner, c'est de rester les pieds sur terre déjà, parce que ça peut vite déjanter. Et en plus, à la vitesse où ça va aujourd'hui, ils peuvent aller très vite au JO. Et on sait que les 3/4 des sportifs qui ont fait les Jeux Olympiques, que ce soit en gymnastique ou dans d'autres disciplines, les 3/4 sont coachs, sont retournés à une vie lambda. C'est vrai. Est-ce que c'est pas bien qu'ils gardent un entourage autour d'eux, un noyau dur, l'école très important, toutes ces choses-là, de penser à l'après, de penser à la blessure. Ouais. La blessure est vite arrivée. On a vu des milliers de jeunes en centre de formation de football avoir les ligaments croisés, les machins, et finalement carrière HS. Ouais. Donc, moi, je pense que l'entourage, c'est très important. Après, les conseils que je donne en termes de danse pour perdurer le plus longtemps possible, c'est comme je le répète tout le temps, c'est l'écriture, avoir son authenticité, son écriture, son style à soi. Si les coachs arrivent à percevoir ça chez leurs petits, qu'ils essayent de le faire ressortir, comme moi, j'ai eu la chance de l'avoir avec Yuval, qu'il l'a fait ressortir, qu'il l'a mis au devant. C'est des petits conseils comme ça, mais je pense qu'il y a plein de choses qui ne se conseillent pas, qui s'apprennent que sur le terrain. C'est vrai aussi. C'était les belles paroles de Benji. Bon, Benji, on te remercie grandement d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'est moi. Surtout, nous, en tant que danseurs pro, on a grandi en te voyant, en apprenant, en te regardant. Merci. Et en regardant le défi aussi. Merci à toi et à bientôt. Merci à vous, j'embrasse tout le monde. Merci le Dansiez-vous, vous avez été extraordinaire. Merci. Merci pour ce bon moment.